Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Reprise des affrontements au Soudan après une trêve de courte durée à l'occasion de Eid al-Fitr. Le Kenya propose d'accueillir un processus de médiation entre les parties belligérantes au Soudan pour aider à restaurer la paix dans ce pays. Les alliés de l'Ukraine se sont réunis hier sur la base américaine de Ramstein en Allemagne, une réunion principalement consacrée à la livraison d'armes à l'Ukraine. Et puis sport football, la JS Kabylie s'incline par le plus petit des scores face à l'Entente de Tunis. En quart de finale aller de la Ligue des champions d'Afrique, une défaite amère pour les Canaries qui joueront leur match retour le 29 avril prochain. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Alors que la communauté musulmane célèbre Eid al-Fitr, les combats reprennent de plus belle au Soudan après une trêve de courte durée. Malgré les nombreux appels au calme, les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir brisé cette trêve. Nailaït Hamouda. Après une semaine d'après-combat, les Soudanais espéraient profiter d'un répit, mais ils se sont réveillés finalement sur les bruits de bombes. La trêve a finalement été de courte durée au Soudan, en ce jour de l'Eid al-Fitr. Des combats ont fait rage entre l'armée et les forces de soutien rapide dans plusieurs zones de Khartoum. Les abords du palais présidentiel et du commandement général de l'armée ont été le théâtre d'affrontements. Des explosions successives ont été entendues à Hilat Hamed et à Khoujali, au nord du palais présidentiel. Et à Karari, au nord d'Omdurman, des avions de combat ont même survolé la région, malgré la déclaration du cessez-le-feu. Les deux camps se sont mutuellement accusés d'avoir brisé la trêve. Les forces de soutien rapide ont annoncé qu'elles sont prêtes à autoriser la réouverture des aéroports pour l'évacuation des ressortissants étrangers, des aéroports qu'elles prétendent contrôler. Plusieurs pays, comme l'Allemagne et l'Espagne, ont appelé à un cessez-le-feu pour tenter de rapatrier leurs ressortissants. L'Union européenne se prépare également à évacuer 1500 ressortissants. Le conflit a fait déjà plus de 400 morts, 3500 blessés et des dizaines de milliers de déplacés, selon les Nations Unies. La situation humanitaire serait particulièrement alarmante. 70% des hôpitaux de Khartoum et des zones touchées par les combats sont hors d'usage. L'Association médicale soudanaise appelle la communauté internationale à mettre fin au conflit sanglant afin de pouvoir protéger les civils et fournir le soutien nécessaire. Elle appelle également à faire pression sur les deux protagonistes pour ouvrir des corridors sûrs afin d'évacuer les blessés et les personnes décédées. Et pour aider à restaurer la paix dans ce pays et le sortir du chaos, le président kényan William Ruto a proposé d'accueillir un processus de médiation entre les parties belligérantes au Soudan. Il a déclaré à ce propos que le Kenya avait de solides antécédents en matière de facilitation efficace du rétablissement de la paix et de la résolution des conflits politiques dans la région. À l'occasion de Eid al-Fitr, vous allez le voir sur vos écrans, les Soudanais ont prié pour un retour à la stabilité et à la paix dans leur pays. Une situation chaotique, nous le disions, qui a causé la mort de 413 personnes. Et parmi les victimes, au moins 9 enfants ont été tués et plus d'une cinquantaine blessés au cours des affrontements qui continuent de faire rage dans le pays. Une situation qui limite fortement l'accès aux soins et aux médicaments essentiels. Safwan Ben Sabri. Le conflit au Soudan compte déjà plus de 400 morts. Il n'épargne pas les civils et les enfants, alors que les combats font rage dans la capitale soudanaise. On dénombre déjà au moins 9 morts parmi les enfants et plus de 50 blessés. Une situation qui inquiète les organisations internationales dont l'UNICEF qui a tiré la sonnette d'alarme sur l'embrasement de la situation et ses conséquences sur les enfants.
Nous avons maintenant des rapports d'au moins 9 enfants tués, au moins 50 ont été blessés. Ces chiffres continueront d'augmenter tant que les combats continueront. Ils n'ont donc pas accès à l'électricité et ils sont terrifiés à l'idée de manquer de nourriture, d'eau, de médicaments. Nous avons maintenant une situation où un soutien vital pour environ 50 000 enfants est menacé. Des enfants souffrant de malnutrition sévère et aiguë. Si la violence ne cesse pas, le bilan risque de s'alourdir. Les blessés ne peuvent pour l'heure pas recevoir les soins de première nécessité. L'escalade de violence a poussé les enfants à se réfugier dans les écoles et les centres de soins, alors que les combats ont lieu parfois à quelques encablures. Des hôpitaux et d'autres infrastructures d'aide humanitaire primordiales ont été endommagés ou tout simplement détruits. Et la communauté internationale s'inquiète. Plusieurs pays décident d'ailleurs d'évacuer leurs ressortissants sur place. Le Japon a annoncé hier l'envoi d'avions militaires pour rapatrier civils et personnels diplomatiques. Un avion militaire de l'armée sud-coréenne a également atterri hier soir sur le tarmac d'une base américaine voisine à Djibouti pour pouvoir mener à bien l'évacuation des Sud-Coréens. Et le département d'État américain, lui, s'est dit actuellement pas sûr d'entreprendre l'évacuation d'employés américains, notamment dû au fait de la fermeture de l'aéroport international de Khartoum où ont débuté les combats. En raison de la situation sécuritaire incertaine à Khartoum et de la fermeture de l'aéroport, il n'est actuellement pas sûr d'entreprendre une évacuation coordonnée par le gouvernement américain. Les Américains ne devraient pas s'attendre à une évacuation coordonnée par Washington pour le moment, et cette situation devrait se prolonger dans le temps. Eid al-Fitr en Libye, c'est aussi l'occasion pour l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye d'adresser un message de félicitations au peuple libyen. Abdoulaye Bathily n'a pas manqué de réitérer son appel à l'unité, à la réconciliation nationale et au même titre à la tenue d'élections, des priorités comme l'explique Tininan Makassi. À l'occasion de l'avènement de la fête de l'Aïd el-Fitr, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye a adressé un message de félicitations au peuple libyen. Abdoulaye Bathily souhaite que cette journée soit également un moyen pour renforcer la solidarité pour la paix et l'unité au sein de la Libye. J'espère que la fête de l'Aïd el-Fitr sera un catalyseur pour renforcer la solidarité et un moyen de concrétiser la paix et l'unité nationale entre les Libyens. À cette occasion, j'appelle tous les acteurs politiques, responsables militaires et sécuritaires, notables, représentants de la société civile, des institutions et des autorités à se rassembler et à favoriser le consensus pour tracer une voie claire et unifiée vers la paix et la stabilité en Libye. J'appelle les Libyens à renouveler leur engagement à participer au processus électoral pour contribuer à reconstruire la paix et à lancer les jalons de la stabilité. Même si l'heure est à la célébration de la fin du mois du jeûne, le chef de la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye garde les yeux rivés sur ses objectifs, à savoir une sortie de crise pérenne. J'exhorte toutes les parties à s'aligner derrière les efforts des Nations Unies pour permettre la tenue d'élections cette année. Le peuple libyen tient à tourner la page de la souffrance et de la division et attend avec impatience l'inauguration d'un nouveau chapitre de paix et de stabilité. Nous ne les laissons pas tomber. Je renouvelle également mon appel quant à la libération de toute personne détenue abusivement à travers tout le pays, autant que facteur crucial pour instaurer la confiance et établir une réconciliation nationale globale. S'exprimant sur son compte Twitter, Bathily réitère son appel et exhorte l'ensemble des parties prenantes à la crise libyenne de favoriser l'unité et le consensus. Pour l'envoyé spécial de l'ONU, une seule voie est immuable pour lancer les jalons de la reconstruction. Et il n'a pas manqué de le rappeler. Non seulement en encourageant les dirigeants libyens à s'aligner derrière les efforts des Nations Unies, mais aussi en conviant le peuple libyen à faire de cette élection leur cause. En Palestine, quelques 120 000 fidèles ont effectué hier la prière de Eid al-Fitr dans la mosquée bénie d'Al-Aqsa à Al-Quds, occupée malgré toutes les restrictions sionistes. L'on a tout de même enregistré de nombreuses arrestations et incursions en Cisjordanie et à Al-Quds.
Dans l'actualité également, cette réunion de coordination des alliés de l'Ukraine organisée hier sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. Une réunion principalement consacrée à la livraison d'armes à l'Ukraine. Sofiane Baroudi pour les détails. À l'occasion d'une visite surprise à Kiev, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, a affirmé que l'avenir de l'Ukraine était, je cite, dans la famille euro-atlantique. Il a également rappelé que le principal objectif de l'OTAN et de ses membres était de s'assurer que Kiev remporterait une victoire militaire. La question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance devra être examinée lors du prochain sommet de Vilnius à l'été prochain. Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté le patron de l'Alliance Atlantique à aider Kiev afin de surmonter les réticences des partenaires à livrer certaines armes, principalement des missiles longue portée, des systèmes d'artillerie, des avions de chasse et des chars lourds. D'ailleurs, le ministère de la Défense danois a annoncé que le Danemark et les Pays-Bas s'apprêtaient à acquérir 14 chars Léopard 2 à l'Allemagne afin de les livrer à l'Ukraine. Le ministre de la Défense ukrainien Oleksiy Reznikov a pour sa part confirmé, il y a quelques jours, l'arrivée de systèmes américains de défense antiaérienne Patriot à Kiev. Si la Slovaquie et la Pologne ont livré des chasseurs MiG-29 et que Varsovie a même proposé de remettre une trentaine d'exemplaires à Kiev, le sujet du pourvoi d'armement au front ukrainien en vue de la préparation d'une contre-offensive tant invoquée par les Occidentaux continue d'entretenir des débats clivants dans le camp des alliés de l'Ukraine. À ce propos, les représentants d'une cinquantaine de pays du groupe de contact se retrouvent dans la base américaine de Ramstein afin de plancher sur la coordination de l'aide militaire à l'Ukraine. Dans ce siège, le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a déclaré en ouverture des travaux, je cite, que les alliés de Kiev étaient plus unis que jamais dans le soutien aux forces de la liberté, selon son qualificatif. Pendant ce temps, sur la ligne de front, des combats de haute intensité continuent de faire rage, notamment dans les régions orientales et méridionales. Les troupes russes ont attaqué des positions ukrainiennes dans plusieurs directions, à Kharkiv, Kupiansk ou encore Slaviansk. L'avancée des détachements d'assaut russes se poursuit, du centre vers l'ouest, dans le chaudron stratégique de Bakhmut, épicentre des combats dans le Donbass. Pour rappel, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, s'est rendu sur le front sud, dans la région de Kherson-Zaporizhzhia, auprès de l'état-major du groupement Dniepr. Il s'est également déplacé sur le front est, dans la région de Lugansk, où il a rencontré le commandement opérationnel de la garde nationale russe déployé dans cette zone. Et dans le même dossier, l'OTAN est considéré comme un bloc agressif qui voit la Russie comme son ennemi. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, une déclaration faite un jour après que le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ait déclaré lors d'une visite à Kiev que tous les alliés de l'OTAN avaient convenu que l'avenir de l'Ukraine était dans l'Alliance. L'OTAN continue de démontrer son caractère agressif dont nous parlions avant même le début de l'opération militaire spéciale. De toute évidence, l'OTAN poursuit sa ligne visant à engloutir et à attirer l'Ukraine dans l'Alliance. Notre président a également parlé de cette menace potentielle bien avant le début de l'opération. Nous avons affaire à un bloc agressif qui considère notre pays comme son ennemi et porte atteinte à la sécurité de la Russie. Un mot de sport avant de clore cette édition avec la défaite de la JS Kabylie hier soir face à l'Entente de Tunis en quart de finale allée de la Ligue des champions d'Afrique de football. Les Tunisiens se sont imposés 1-0. La seconde manche se jouera samedi 29 avril à Radès. En cas d'exploit, la JS Kabylie affrontera en demi-finale le vainqueur de l'autre quart de finale entre Al Ahly d'Égypte et le Raja de Casablanca. C'est une grosse déception, surtout la façon dont on a pris ce but. C'est un but gag, c'est un but où on a été trop naïf. C'est malheureux parce qu'en première mi-temps, on fait une belle première mi-temps, on travaille, on est bien en bloc, tactiquement on est en place. On a eu une ou deux occasions très très chaudes, notamment par Boumeshra, sur un très très bon ballon de Bouralia. Bon, le gardien fait un très bel arrêt. Puis à la mi-temps, on avait décidé de mettre un plan de jeu nouveau pour contrer cette équipe parce qu'on avait vu leur faiblesse. Et malheureusement, ce but qu'on prend pratiquement en début de deuxième mi-temps nous coupe les jambes. Quand on a un quart de finale, il ne faut pas encaisser. Maintenant, voilà, on prend ce but. C'est désolant de prendre un but dans ces conditions. Et on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Al24 News.